Cher Georges Fenech, bonjour. Bonjour Elliot. J'aimerais sourire, mais l'actualité est grave. Grave parce que nous avons un maire, le maire d'Alès, qui est une ville de 45 000 habitants, qui a été menacé la semaine dernière par la DZ Mafia. Il avait reçu d'abord 2 balles de 9 mm et des tags à son domicile. Et on a appris aujourd'hui qu'il avait été exfiltré en pleine nuit, dans la nuit de lundi à mardi. Le maire d'Alès, maire LR, donc Christophe Rivinc, est la cible mardi de nouvelles menaces attribuées au groupe criminel DZ Mafia qui a étendu son emprise sur la sous-préfecture du Gard. Sous protection policière depuis vendredi, après des premières intimidations, l'élu de 60 ans a été exfiltré de son domicile lundi soir après la remontée de nouvelles menaces, selon une source proche du dossier, confirmant une information de nos confrères du Parisien. Je vous propose d'écouter le premier flic de France, Laurent Nunez, qui a très rapidement pris la parole. J'ai pu échanger avec les équipes du ministre de l'Intérieur qui m'affirmaient que le sujet était suivi évidemment de très près et que c'était une ville qui avait toute l'attention du ministre de l'Intérieur depuis plusieurs mois, qu'ils échangeaient régulièrement et que c'est un sujet bien sûr pris très au sérieux. Je vous propose d'écouter Laurent Nunez. Ce que je veux dire très solennellement, c'est qu'évidemment, ça n'entache en rien la détermination des services de l'État, celle du ministre de l'Intérieur, celle de l'ensemble de ses services, à continuer cette lutte acharnée contre le narcotrafic. Alès est un lieu où manifestement la DZ Mafia tente de s'implanter, où les actions notamment de la police judiciaire du Gard, que je veux saluer, réalisent des affaires extraordinaires. En décembre, ce sont 4 personnes qui ont été écrouées, 4 trafiquants, puis en mars, 7 personnes qui ont été interpellées et écrouées. Évidemment, on va continuer cette action avec beaucoup de détermination. De la même façon que ces jours derniers, suite aux menaces dont a fait l'objet monsieur le maire d'Alès, j'ai déployé des renforts policiers de voie publique. Ces renforts policiers vont être maintenus. Évidemment, ces menaces n'entachent en rien notre détermination et on va poursuivre à lutter de manière résolue et déterminée contre le narcotrafic à Alès comme partout sur le territoire national. Une menace prise très au sérieux. Les explications sont signées William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Je le disais, William, c'est un sujet hautement sensible. Oui, la menace du narco-banditisme a clairement monté d'un cran avec cette intervention cette nuit du RAID, l'unité d'élite de la police nationale, qui a donc exfiltré le maire d'Alès de son domicile. Décision prise après un renseignement parvenu à la connaissance des policiers de la possible présence d'une voiture piégée. À cette heure, aucun véhicule n'a été retrouvé, mais la menace a été jugée suffisamment crédible pour engager à la demande de la place Beauvau les effectifs du RAID. Selon les informations d'Europe 1, le renseignement venait de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, le service de renseignement spécialisé dans la détection des menaces graves contre l'État. Jeudi dernier, vous l'avez dit, déjà des tags avaient été retrouvés sur la maison du maire, ainsi qu'une enveloppe avec à l'intérieur 2 balles de 9 mm signées DZ Mafia. Il y avait aussi des inscriptions CVN. CVN pour Cévennes, le quartier des Cévennes d'Alès, qui est tombé il y a quelques mois entre les mains du cartel marseillais. Une protection rapprochée avait été proposé dans le week-end au maire d'Alès. Il bénéficiait d'un bouton d'alerte qui lui permettait d'être en lien direct avec la police en cas de besoin. Christophe Rivinc est désormais en sécurité. L'enquête initialement ouverte par le parquet d'Alès est désormais entre les mains de la JIRS de Marseille, un service judiciaire spécialisé dans la lutte contre la criminalité organisée. Je précise que le RAID, c'est William qui nous expliquait que le RAID était intervenu. Le RAID est une unité d'intervention spécialisée de la police nationale française. Ça a été créé en 85. Elle est chargée de gérer les situations les plus critiques, notamment le terrorisme, les prises d'otages, les forcenés armés et certaines opérations à haut risque sur l'ensemble du territoire. Le RAID intervient lorsque les moyens classiques de police ne suffisent plus face à une menace exceptionnelle. Bruno Bartosetti est en direct avec nous. Vous êtes responsable syndical unité de la région Sud. Bruno Bartosetti, c'est une situation inédite parce qu'on est en train d'exfiltrer un maire d'une ville de plus de 40 000 habitants, et puis parce que aujourd'hui vous avez un narcoterrorisme qui ne touche plus que les grandes métropoles, Paris, Marseille, mais là on touche une ville moyenne. Bruno Bartosetti, comment d'expérience vous décodez ce qui est en train de se passer ?
Oui, bonjour. Écoutez, cette ville d'Alès est quand même touchée par le narcotrafic depuis de très nombreuses années. On en parle lorsqu'il y a des règlements de compte. On en parle là parce que la situation est quand même inédite. Et d'ailleurs, à ce sujet, il faut retenir que toutes les pistes vont être exploitées. La menace est réelle, elle est sérieuse, mais toutes les pistes vont être exploitées. Est-ce que il y a un lien direct avec la DZ Mafia? C'est encore quelque chose à affiner. Pour l'instant, ce que je peux vous dire sur la ville d'Alès, qui est très touchée par le narcotrafic, en tout cas par ces gangs qui occupent des quartiers sensibles, et pour ceux qui connaissent la ville d'Alès, eh bien on a les quartiers des Cévennes, des Pré-Saint-Jean, qui sont voisins, et c'est vrai que lorsqu'on parle du point de deal des Cévennes, on sait qu'il y a un lien avec la DZ Mafia, mais c'est pas forcément la DZ Mafia qui occupe tous les points de stup à Marseille, ou qui occupe le point des Cévennes. C'est beaucoup plus complexe, et il y a des accords qui peuvent être faits, il y a des groupes qui veulent s'émanciper, on parle de la DZ de nouvelle génération, et puis il y a ces menaces, pour revenir à l'endroit d'un élu, où là ça reste quand même très très sombre, très très inquiétant. Mais ce que je retiens aussi de très inquiétant, c'est que nos policiers aussi à Alès sont menacés dans les réseaux sociaux, et on n'en parle pas assez. Je sais que vous le faites régulièrement, mais il faut retenir que les forces de l'ordre sont également menacées. Pourquoi? Parce que la ville d'Alès est vraiment très très touchée, et par les règlements de compte, et par la vente de stup. On n'est pas loin vous savez, de la vallée du Rhône, on n'est pas loin de la Neuf qui relie l'Espagne à Marseille. Donc il y a beaucoup de ventes qui s'opèrent dans Alès et dans tout le département du Gard, notamment Nîmes, Bagnols-sur-Cèze et Alès justement. Il faut expliquer peut-être aux téléspectateurs qu'effectivement Alès est une ville qui se situe à 1 heure de route maximum, grand maximum de Nîmes, au nord-ouest de Nîmes, et on n'est pas loin non plus de Marseille, de Toulon, donc des Marseille, une plaque évidemment tournante du trafic de drogue. Mais Bruno Bartosetti, je crois que c'est la première fois que je commence une émission en disant aux auditeurs d'Europe 1, nous avons un maire qui a dû quitter son domicile familial parce que les services de sécurité intérieure, la DGSI, imaginaient peut-être une menace imminente contre le maire liée potentiellement au trafic de stupéfiants. C'est la première fois que ça arrive. Exactement, c'est la première fois que ça arrive. Le dossier est très 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 lourd. À partir du moment où vous avez le judiciaire, la DGSI qui s'intéresse de très très près et qui protège le maire, ça veut dire que le dossier est très 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 lourd. Et c'est pour cette raison que j'insiste sur le fait que toutes les pistes sont exploitées en ce moment. C'est grave ce qui se passe dans notre pays. C'est grave ce qui se passe à l'endroit d'un élu. Alors c'est un élu qui connaît bien sa ville. Il n'est pas maire depuis. Alors il est maire depuis très peu de temps, mais il a été adjoint au précédent maire pendant de nombreuses années. Il connaît bien sa ville. Il y a quelques mois, il disait qu'on assombrissait un peu trop le sujet à l'Est. Eh bien, on s'en rend compte que non, le sujet il est vraiment sombre. Et puis là, ça se flèche à son endroit. Donc c'est regrettable. Mais c'est pour cette raison que ce dossier, j'espère qu'il va nous donner une réponse rapide sur ce qui se passe à Alès. Et je pense que ça va au-delà d'une simple conquête de territoire. Vous voyez, je pense que le dossier est très très trouble, sous fond de narcotrafic bien sûr, très très trouble et très lourd à l'endroit de maire qui est explosé, lui et sa famille. Pardonnez-moi Bruno Bartosetti, j'entends votre prudence, mais et vos réserves, mais j'ai du mal à la déchiffrer. C'est-à-dire, quel est le fond de votre pensée? C'est-à-dire, c'est très très sombre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai envie de. Alors quand je dis c'est sombre, pour aller un peu plus loin dans le fond de ma pensée, c'est sombre parce que la situation est grave quand on touche un élu. Ça c'est très sombre. Ce qui est lourd, c'est qu'à partir du moment où on touche un élu, le premier élu de la ville, eh bien on touche toute la ville. Ça veut dire que est-ce que cette ville n'est pas gangrénée depuis très longtemps à un niveau très 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 important. Il y a beaucoup de marchés souterrains, il y a beaucoup de blanchiment d'argent, il y a beaucoup de concurrence en matière de stup, et je me dis que aujourd'hui, du jour au lendemain, on menace un maire. Donc, j'ai du mal à comprendre. En fait, je m'interroge, j'ai pas de réponse. Je m'interroge et on doit justement s'interroger, se dire est-ce qu'on menace un maire parce qu'il fait son travail? Certainement, mais c'est pas d'aujourd'hui qu'il fait son travail. Donc, pour cette raison, qu'il y a d'autres sujets qui m'interpellent et qui doivent être pris en considération. Et c'est pour cette raison, à mon avis, que la DGSI est dessus. Est-ce que, si je comprends bien, il y a aussi quelque chose
chose de vertigineux quand on voit ce dossier. C'est-à-dire que souvent on parle de la mexicanisation de la France, certains parlent de narco-banditisme, même de narco-territoire. On serait peut-être face à là aussi l'un des symptômes d'une narco-commune, c'est-à-dire quand les trafiquants de drogue n'ont plus aucune limite jusqu'à intenter à la vie du maire de la commune. Oui, alors sans prendre référence à Alès, parce que je ne voudrais pas que ce soit trop réducteur et qu'on prenne en considération mon regard sur la ville d'Alès. Vous savez, les élus aujourd'hui, de manière générale, ils font sujet d'intimidation. Certains acceptent l'intimidation et finalement acceptent une corruption indirecte. C'est très rare, mais ça arrive. Certains sont corrompus, d'autres refusent la corruption et se font traquer, menacer. C'est certainement le cas de ce qui se passe à Alès. Et donc aujourd'hui, effectivement, d'être élu dans une ville, moyenne ville, grande ville, eh bien, on peut être exposé. Et ces menaces sont très fortes parce que, vous savez, lorsqu'on parle de narcotrafic, il ne faut pas penser seulement à la vente, il faut penser à l'extorsion de fonds, au blanchiment d'argent, aux menaces. Vous avez des entreprises du BTP qui rapportent beaucoup d'argent et qui sont gangrénées par les stupes. Et donc, à la fin, il peut y avoir toute une chaîne de corruption qui amène à ce genre de situation. Je parle de manière générale, je ne parle pas d'Alès. C'est pour cette raison qu'on doit tout regarder, pour revenir à la ville d'Alès et à l'endroit du maire, il faut tout regarder, puis il ne faut pas s'intéresser qu'au maire, il faut regarder vraiment l'ensemble d'une municipalité, comment elle fonctionne au sein d'une ville qui est très très touchée par le narcotrafic. Une dernière question, Bruno Bartosetti, j'ai pu échanger avec des personnes qui travaillent dans les services de sécurité, les services de police ces derniers jours, et l'un d'entre eux me disait très récemment que on ne se rendait pas compte de la menace et du danger du narco-terrorisme en France et que finalement c'était David contre Goliath, que vous ne jouez pas, si vous voulez, avec les mêmes bras, avec les mêmes moyens, que face à vous c'était un monstre d'acier. Vous dites quelque chose de très important. Si on ne réagit pas, si on n'agit pas, parce que réagir, on réagit, mais on a toujours un temps de retard. Si on n'agit pas, on saura, parce que souvent on prend un modèle au Mexique, si on ne agit pas dans 10 ans, on pourra parler de la France comme ce qu'on est en train de vivre au Mexique. Et je prends l'exemple du Mexique, je ne prends pas l'Italie, parce que l'Italie, on a su lutter contre les structures. Au Mexique, on a fait tomber des grosses têtes, mais après le problème, c'est que c'est remplacé par d'autres. Il faut faire tomber des structures, et ça, il faut se donner des moyens politiques avant tout, et pour l'instant, ces moyens restent insuffisants. Si on n'agit pas dans 5-10 ans, on sera complètement dépassé, et là on est en train d'en prendre le chemin. Merci Bruno Bartosetti, secrétaire national délégué zone sud, unité SGP Police FO, d'avoir réagi en direct sur Europe 1 pour Elliot de Vallée-Vous. Chers auditeurs, n'hésitez pas à réagir. 01 80 20 39 21. Narcoterrorisme, un maire menacé, exfiltré par le RAID. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous aussi, vous considérez que cette menace du narcoterrorisme est une menace prioritaire en France? Prenez votre téléphone et réagissez en direct. A tout de suite pour la deuxième partie de notre émission. Direct bien sûr de 16h à 18h avec Elisabeth Assayag et avec Georges Fenech. On était en direct avec Bruno Bartosetti, secrétaire national délégué zone sud, unité SGP Police FO, qui nous parlait de la situation à Alès alors que le maire de la ville, Christophe Rivinc, a été la cible d'une première salve de menaces la semaine dernière, placé ensuite sous protection policière et exfiltré de son domicile cette nuit parce que la menace pouvait être éminente contre sa personne. Je vous propose d'écouter une nouvelle fois le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui a apporté plus de précisions. Il reste extrêmement prudent puisqu'il y a une enquête qui est en cours, mais il suit le dossier de très près. Ce sont des actes d'intimidation. Monsieur le maire d'Alès, comme beaucoup de maires en France, s'engage aux côtés des services de police pour lutter contre le narcotrafic par les actions qui sont de sa compétence. Il mobilise sa police municipale, il prend des mesures de police administrative. Mais ceux qui luttent contre le trafic, les trafics de stupéfiants, ce sont les services de police judiciaire, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est le préfet, c'est l'ensemble des services de l'État. Donc c'est un acte d'intimidation du maire d'Alès, mais au-delà de tous ceux qui luttent contre le narcotrafic. Et on ne se laissera pas intimider. On continuera à mener cette action de manière résolue et déterminée.
et je peux vous dire que les effectifs qui sont présents sur la voie publique à Alès vont le rester pendant un certain temps, au même titre que les investigations judiciaires qui sont en cours, sous l'autorité du parquet et parfois du PNACO, vont évidemment se poursuivre. Bon, c'est une situation qu'on n'a quasiment jamais vue. Il y a eu cet assassinat terrible du frère Kessassi à Marseille, en pleine rue, en plein jour. Kessassi qui se battait et qui se bat toujours avec un courage immense pour lutter contre le trafic de stupéfiants à Marseille. Là, j'ai pas envie d'aller dans l'échelle de la gravité, mais la situation, c'est quoi ? C'est que vous avez le premier administrateur de la ville, le patron de la ville, qui est le maire d'Alès, qui voit sa vie menacée potentiellement par des narco-bandits, des narco-terroristes diraient certains, et il a été contraint d'être exfiltré par l'unité d'élite de la police nationale qui est le RAID. J'ai l'impression, Georges Fenech, que la réalité dépasse la fiction. C'est-à-dire qu'on pourrait voir cette scène-là dans un Scorsese, sauf que là on est dans le réel. Et le réel, c'est que vous avez un maire, un édile, dont la vie est aujourd'hui menacée. Non, mais si le RAID est intervenu en pleine nuit, en plus pour exfiltrer le maire, c'est que la DGSI avait des informations très circonstanciées. Le RAID, je rappelle, si vous l'avez rappelé, d'ailleurs, c'est l'unité qui est notamment intervenue au Bataclan, par exemple. Hein. Donc c'est la force d'élite. C'est tout à fait sérieux et inédit. Il faut vraiment remonter très loin dans l'histoire judiciaire française. Il faut remonter jusqu'en 1981, en réalité. L'assassinat du juge Pierre Michel à Marseille, précisément. 3 balles de 9 mm. Il était à moto. Il luttait contre la French Connection à l'époque. Mais depuis, il n'y a pas eu d'assassinat, heureusement, Dieu soit loué, ni de tentative, ni de menace contre, à ma connaissance, contre des élus ou des hauts fonctionnaires. Là, on a quand même des éléments très précis. On a la DZ Mafia qui a laissé des balles dans la boîte aux lettres, je crois, du maire, qui donc se manifeste. Non, mais c'est signé la DZ Mafia, non, l'enquête est en cours. Vous vous souvenez, Isabelle, ce que veut dire DZ, hein, c'est l'Algérie. DZ, ça veut dire Algérie, hein, c'est le code postal. Hein. Et donc là, la difficulté pour nous, enquêteurs français, etc., c'est d'avoir des informations en provenance d'Algérie. Vous connaissez les rapports exécrables que nous avons expédiés en ce moment, donc c'est difficile. Mais pour le reste, on a entendu M. Bartocchetti, M. le ministre de l'Intérieur, il y a une volonté incontestable de lutter contre ce système mafieux. M. Darmanin a fait quand même voter, rappelons-le, des dispositifs comme les prisons haute sécurité, comme une loi qui s'inspire d'ailleurs de la lutte contre la mafia italienne, qui était le droit de repentir, par exemple, avec des exonérations de peine pour ceux qui dénoncent de l'intérieur ces trafics. On a des moyens incontestables, des procédures avec 4 jours de garde à vue. Bon, tout ça existe, mais attention, on a face à nous des bandes, des gangs qui sont surarmés, qui ont un argent inépuisable, qui se font la guerre entre elles, d'ailleurs entre le clan Yoda et des Z-Mafia, avec une 40aine de morts rien qu'à Marseille. Donc c'est une situation mafieuse, c'est une situation inédite qu'on n'a pas revue depuis au moins 4 décennies, et il est évident qu'il faut mener une guerre totale. La différence d'il y a 40 ans, c'est que vous avez des narco-criminels de plus en plus jeunes qui ne respectent plus aucun code et qui peuvent s'en prendre par exemple aux frères d'une personne qui est un élu local qui entend se mobiliser pour lutter contre le narco-banditisme ou narco-terrorisme. Ces codes-là ont quasiment tous sauté. Là, on est en train de réfléchir à comment protéger un maire, qui est d'ailleurs placé sous protection policière, dans un lieu sûr, évidemment un lieu secret, puisqu'il a été exfiltré par le RAID, Elisabeth Assayag. Moi, ce qui m'interpelle là, c'est que c'est le premier maire. On dit depuis le début de l'émission, on dit que c'est totalement inédit, hein, qu'un élu de la République, hein, et là on s'en fiche de l'étiquette politique, hein, LR, RN, LFI, tout ça, peu importe. Il est exfiltré de chez lui par un corps d'élite de la police. Ça n'est jamais arrivé, on dit depuis le début de l'émission. Un palier a été franchi. Moi, je crains que ce soit seulement le premier et que ça ne soit pas le dernier, et qu'on est en train d'entrer dans quelque chose qui nous dépasse déjà. On entendait à l'instant Bruno Bartocchetti, on a l'impression que plein d'hypothèses sont sur la table, plein d'hypothèses à vérifier, qui vont bien au-delà de la fonction propre du maire, et on est dans cette mexicanisation de notre pays, dont on parlait, qu'on regardait un petit peu de loin jusqu'à présent, et là c'est chez nous, c'est à nos portes, et je crains pour tous les autres maires et tous ceux qui luttent contre le narco-terrorisme en France. La bascule, et on en
en parlait déjà hier avec Louis Dragnel sur l'antenne de CNews. Louis Dragnel m'apportait une information que je n'avais jamais entendue. C'est que la France, qui est un pays importateur de drogue, est désormais aussi un pays exportateur notamment de drogue de synthèse. Oui. Exactement, Georges Fenech. Oui. C'est-à-dire qu'on devient producteur il y a une industrie de la drogue au sein même de notre territoire. C'est pour ça, quand Elisabeth parle de mexicanisation, il faut prendre ça quand même, il ne faut pas le prendre à la légère. Il y a un début, en tout cas, on n'est pas à la situation du Mexique. Je rappelle qu'au Mexique, en 15 ans, la guerre contre le narcotrafic a fait 400 000 morts. Vous imaginez ? Ce sont peut-être les prémices. Non, mais justement, ça s'est produit ailleurs. Notre pays est en train de prendre une pente vraiment dangereuse et tout doit être mis en œuvre, justice, police et relations internationales. Je pense qu'il faut que nous ayons effectivement, qu'on nous retrouvions une coopération sincère, franche, efficace, notamment avec l'Algérie, le Maroc et d'autres pays effectivement qui sont à l'origine, souvent, malheureusement, d'importation de produits stupéfiants. D'abord 2 balles de 9 mm et des tags à son domicile, puis une exfiltration en pleine nuit. Nous parlons donc de ce maire d'Alès, Christophe Rivinc, 60 ans, exfiltré de son domicile cette nuit par le RAID. Et je m'adresse aux téléspectateurs et aux auditeurs d'Europe 1. Appelez-nous au 01 80 20 39 21. On est avec Catherine qui nous appelle de Marseille, justement. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous, chère Catherine. Je vous en prie. Alors c'est intéressant parce que Marseille, c'est aussi le symbole de cette insécurité qui a été gangrénée, cette ville magnifique avec une population qu'on adore, mais qui a été pourrie et qui l'est encore malheureusement par le narco-banditisme, le narco-terrorisme. Vous êtes une Marseillaise de naissance, Catherine ? Oui. Et parlez-nous un peu de Marseille. Dites-nous ce que vous avez vécu du côté de Marseille. Bon, écoutez, Marseille, c'est pas la peine de revenir particulièrement sur le folklore marseillais. Moi, ce que je peux vous dire, et c'est la même chose que ce soit pour le maire d'Alès ou que ce soit pour le mec qui a foncé sur les flics, enfin pour la voiture qui a foncé sur les flics, les refus d'obtempérer et compagnie, que ce soit à Marseille ou ailleurs, la première chose qu'on entendait à l'époque, c'est que les voyous avaient qui était absolument fondamentale pour eux. On évitait à tout prix de buter un flic. Pourquoi ? Parce que c'était la peine de mort. C'est simple. Vous savez, bon, il n'y a pas besoin d'être diplômé de sciences politiques pour comprendre ce truc-là. Tout le monde le savait. Je connaissais un peu les voyous marseillais. Bon, effectivement, je vous ai dit, je n'ai pas l'intention de tomber dans le folklore, mais enfin, ça, c'était une donnée de base. Et en même temps, pardonnez-moi, pendant Catherine, la French Connection, Georges le rappelait, c'est dans les années 80 que vous avez un juge 81. qui est 81, donc c'est au moment de l'abrogation de la peine de mort, mais Oui. avant il pouvait y avoir ces règlements de compte, il y avait une vraie guerre entre gangs et mafieux à Marseille. Bon, pourtant il y avait la peine de mort. Excusez-moi, je ne vous ai pas dit que ça n'arrivait absolument jamais, que c'était quelque chose... Bon. Mais c'était quelque chose de base. En plus, vous me parlez des années 80. Moi, je suis beaucoup plus vieille que ça. Je suis née en 49, donc j'étais jeune dans les années 50, 60, etc. Donc, je vous parle de cette période-là. Je vous garantis que jamais les voyous, c'était une peur terrible chez eux d'abattre un flic. Et vous, c'est ce que vous dites et le résumé que vous faites, l'analyse que vous faites, c'est d'expliquer que aujourd'hui l'autorité est tellement remise en question que le criminel n'a absolument ni peur du policier qu'il a face à lui et encore moins de la sanction potentielle. Merci Catherine de nous avoir appelés. Il est 16h29. On revient dans un instant sur Europe 1. Les réactions se multiplient après l'exfiltration en urgence cette nuit du maire d'Alès, exfiltré de son domicile parce qu'il y avait, selon les services de la DGSI, une menace imminente le concernant, liée, pourquoi pas, au trafic de stupéfiants. La semaine dernière, il avait déjà reçu 2 balles de 9 mm et des tags à son domicile. Il serait la cible d'un groupe criminel
liée à la drogue, la fameuse DZ Mafia. Et les réactions politiques se sont multipliées pour apporter son soutien donc au maire d'Alès, Christophe Riveinck. Christophe Riveinck, Gérard Larcher par exemple, président du Sénat, je redis à Christophe Riveinck, maire d'Alès, victime d'une nouvelle vague de menaces de mort de la part de la DZ Mafia, est contraint de quitter son domicile. Tout mon soutien. Marine Le Pen également apporte son soutien à Christophe Riveinck. Le narcotrafic et la grande criminalité ne menacent plus seulement la sécurité et la tranquillité des Français. Ils constituent aujourd'hui plus que jamais une menace pour notre démocratie. Bruno Retailleau, j'apporte tout mon soutien à Christophe Riveinck, exfiltré cette nuit aux menaces de la DZ Mafia. Et je voyais un message, parce que le débat va s'engager non pas sur le soutien ou non de Christophe Riveinck, c'est est-ce que les hommes politiques, quelles que soient leurs idées politiques, vont parler d'une seule et même voix pour lutter contre une menace qui est existentielle, formule qui avait été employée l'année dernière par les renseignements généraux. Il y avait un rapport qui présentait 2 menaces existentielles pour la France, le narco-banditisme, narcoterrorisme et l'islamisme. François-Xavier Bellamy a fait un parallèle, et là il entre dans justement la question politique. Il dit: en France aujourd'hui, il y a donc des maires comme Christophe Riveinck qui doivent être exfiltrés par le RAID parce qu'ils s'opposent au narcotrafic, et des maires comme Bali Bagayoko qui considère qu'il faut, et il le cite, respecter le parcours des narcotrafiquants qui font partie de la communauté de nos amis et qu'il faudrait protéger de la justice. Il nous reste une chance, termine-t-il, de choisir notre destin. Soutien au maire d'Alès et à ceux qui, avec lui, combattent sans relâche cette mafia. Bon, c'est un message qui, j'imagine, fera beaucoup parler dans les prochaines heures. La question, c'est de savoir, cette fameuse loi qui voulait lutter contre le narcoterrorisme, notamment l'année dernière, portée par Gérald Darmanin, est-ce qu'elle a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale ? Je ne crois pas. Et qui a voté contre ? En plus, il y a eu des annulations par le Conseil constitutionnel de dispositifs qui auraient été bien utiles aux enquêteurs, notamment, vous savez, le fameux dossier coffre dont on parlait à l'époque, c'est-à-dire des pièces qui restaient vraiment secrètes pour éviter des fuites à l'instruction et permettre aux enquêteurs de mettre des écoutes téléphoniques, etc. Donc il y a eu des mesures annulées, et il y a eu aussi des discussions. Vous savez, la gauche, celle dont vous venez de parler, l'extrême gauche en réalité, LFI, elle vous dira bien sûr qu'il faut lutter contre le trafic, à sa manière, elle le dira, mais dans un autre côté, elle vous dira attention à les peines, à réinsertion, etc. Mais il n'y a pas de volonté véritable de s'en prendre à ces narcotrafiquants qui sont des très très grands criminels. Quand vous avez un député qui se vantait il y a quelques années de dealer de la drogue, ou alors que vous avez un autre député qui a été pris en train de commander de la drogue à un mineur dans les transports non loin de transports en commun, c'est sûr que vous n'êtes pas forcément les plus crédibles pour lutter contre le narco-banditisme. Patrick est en direct avec nous. Bonjour Patrick. Oui, vous bonjour nous à tout appelez le monde. du Gard. Bonjour cher Patrick. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il vous fait ? Est-ce que cette situation vous inquiète, Patrick ? Je suis en colère, moi. Il n'y a rien qui m'inquiète, c'est une question de moyens. Je suis vraiment en colère, parce que la République recule. Quand on est arrivé à un moment donné, on doit exfiltrer un maire. On a exfiltré, il me semble, la directrice des Baumettes. C'est-à-dire que c'est la République qui recule. C'est inacceptable. Et les hommes politiques qui disent, qui sont d'accord, on le soutient, c'est les mêmes qui refusent des moyens. En fait, la drogue, faut taper les consommateurs, mais les taper méchamment. Et puis après, moi je connais un juge de droite, donc il y a des juges de droite. Il me dit, mais je peux pas mettre les gens en prison, il n'y a pas de place dans les prisons. Donc il faut construire 60 000 places de prison, et après on pourra exiger de nos juges qu'ils fassent leur boulot. Parce qu'ils ne le font pas. La gendarmerie, les policiers, je pense, font très bien leur travail, mais derrière, ça ne suit pas. Et quand bien même, il y a un juge un peu de droite qui voudrait suivre, il n'y a pas de place dans les prisons. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il faut la volonté. Il faut juste la volonté de régler le problème et de taper les consommateurs. Bon, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Vous avez dit, je connais un juge de droite. Vous connaissez le seul, il faudrait me donner son numéro, cher Patrick. J'en connais un. J'en connais un, voilà. Et il est de droite.
droite. Se sentir seul. Discuter avec lui. Mais oui, ça vous fait marrer. Non, mais Patrick, c'est intéressant. Vous dites, je discute avec lui. Alors là, je m'écarte un peu du sujet. Mais est-ce que justement, il considère que ses collègues sont politisés? Est-ce qu'il se sent un peu seul? Est-ce qu'il arrive d'ailleurs, lorsqu'il sanctionne, à mettre son idéologie politique, puisque vous dites que c'est un magistrat de droite, à mettre son idéologie de côté? Oui. Il me dit, moi j'applique, parce que les juges appliquent le droit. À un moment donné, si on n'est pas content des juges, il faut aussi regarder les lois. Parce qu'il y a des lois qu'il faut peut-être modifier. Les juges appliquent la loi. Donc quand on dit les juges, ils appliquent la loi. Donc quand ils font pas tout à fait ce qu'il faut, c'est peut-être que la loi n'est pas parfaite. Mais moi, il me dit, des fois, quand bien même je voudrais, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc il me dit, moi, quelqu'un qui est condamné à 1 an de prison, il va jamais en prison. Jamais, c'est pas possible. Tu fais ce que tu veux, tu n'iras jamais en prison. Et pour être condamné à 1 an de prison ferme en France, faut déjà avoir fait plus qu'insulter un agent de police. Vous voyez, il faut avoir agressé. Donc non, il faut juste la volonté de dire la République doit arrêter de reculer. On n'a pas à reculer. Non, mais on nous avait promis 15 000 places de prison supplémentaires. On en aura à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. À peine 4 500 de plus. C'est ça, dans ces zones-là. Il nous en manque 40 000. C'est aussi les promesses non tenues. Permettez-moi d'ouvrir et de fermer une parenthèse, et il faudrait avoir plus de précision sur cette actualité, mais on apprend la mort de 2 pompiers. 2 pompiers sont décédés en tentant d'éteindre un important incendie près de l'aéroport de Bordeaux. Annonce faite par le ministre de l'Intérieur, et il y a quelques instants, l'Assemblée nationale a rendu hommage à ces 2 sapeurs-pompiers engagés contre un incendie à Mérignac. Et pensons à tous les sapeurs-pompiers qui sont sur le terrain depuis le début de ces épisodes qui se répètent malheureusement trop souvent. On est en train de vivre une période extrêmement dure avec des feux de forêt qui se propagent un peu partout, plus de 40 000 hectares qui ont brûlé depuis le début de l'année. C'était inédit de par son ampleur et notamment la rapidité avec laquelle ces incendies se propagent. Et donc cette information, 2 pompiers sont décédés en tentant d'éteindre un important incendie près de l'aéroport de Bordeaux. Annonce faite par le ministre de l'Intérieur. Revenons à l'actualité donc qui nous concernait juste avant, c'est-à-dire ce narcoterrorisme qui gangrène nos villes jusqu'à peut-être menacer la vie d'un édile, l'édile d'Alès au nord-ouest de Nîmes, ville de 45 000 habitants qui a été exfiltrée par le RAID, l'unité d'élite de la police, dans la nuit de lundi à mardi. Gérard nous appelle de la région PACA. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Merci de nous appeler. Vous, cette formule de la mexicanisation de la France, Ça me gêne parce que c'est très péjoratif pour un pays et un peuple. Alors oui, il y a des mafias là-bas, il y a des guerres entre les mafias, la police et l'armée, comme ça pourrait très bien arriver chez nous. Mais en dehors de ça, pour le citoyen lambda qui ne fait pas partie de ces mafias, à la limite, la vie est beaucoup plus paisible au Mexique. C'est-à-dire les rues sont beaucoup plus sûres au Mexique qu'en France. Alors, vous dites ça parce que vous avez vécu au Mexique. Absolument, un an et demi, puis tous les gens qui sont venus, qui ont vécu, qui sont restés plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ils ont tous été surpris par le changement et où on se sentait beaucoup plus en sécurité dans les rues au Mexique qu'en France. Donc voilà, moi-même, je me pose la question de vendre ce que j'ai ici pour aller m'installer définitivement là-bas, parce que la vie est beaucoup plus paisible. Après, on parle de prison, on parle de place de prison en France. J'ai entendu avec votre interlocuteur précédent, mais on n'est pas obligé de construire des prisons. On peut faire sous-traiter nos détenus, notamment certains types de délinquants et de mafieux. On pourrait très bien les faire sous-traiter dans des pays comme Madagascar. Le SMIC est à 48 euros par mois là-bas. Je connais aussi très bien ce pays pour y avoir passé du temps. Ils seront très contents de recevoir nos détenus. Et nous, on va faire des très très grosses économies sans avoir besoin de construire des prisons. Et en plus, même sur les salaires des surveillants de prison, on va faire une économie énorme. Alors Gérard, permettez-moi juste, parce que lorsque la France est comparée au Mexique, il faut le comparer avec les chiffres à l'appui. Alors là, ça dépend des chiffres. S'il vous plaît, ça dépend. Ça dépend ce qu'on arrête ici. Ça dépend du nombre de personnes qu'on arrête et qu'on condamne.
Oui, mais Gérard, juste une chose. Moi, je sais pas. L'idée n'est pas de critiquer ou de peindre un tableau noir, ni de la France, ni du Mexique, mais de regarder chiffres à l'appui. Ça dépend des régions, bien sûr, au Mexique, mais dans les régions, disons, les plus dures ou touchées par le narco-banditisme, le rapport ou le risque d'être victime d'un homicide, c'est un rapport de 1 à 10 entre la France et le Mexique. C'est pour ça. Uniquement chez les trafiquants. Pas dans les citoyens lambda. Dans les citoyens honnêtes, il n'y a pas de victimes. Dans les citoyens honnêtes, il n'y a pas de victimes, évidemment. Pas de victimes collatérales, parce que c'est uniquement les familles des mafias qui s'attaquent à l'armée, ou l'armée qui s'attaque aux familles des mafias, mais tous les gens normaux dans la rue, ceux qui travaillent, ceux qui vont en vacances, personne n'est en danger quand on va en vacances, par exemple, là-bas. Au Mexique, ils avaient Elisabeth Assayas. C'est important de faire la nuance. Vous voyez, il y a une différence. Hein. Tout n'est pas blanc et tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, ni en France, ni au Mexique. Et je pense qu'il faut apporter justement cette nuance quand même qui est assez importante. Elisabeth Assayas. Au Mexique, pour lutter contre le narcoterrorisme, ils avaient dès 2006 déployé énormément, des dizaines de milliers de militaires. Hein. L'armée avait été envoyée pour reprendre le contrôle des régions dominées par les cartels. C'est-à-dire qu'il y avait eu des gros moyens. Après, ils ont arrêté, éliminé les chefs des cartels avec les fameuses stratégies de décapitation. Hein. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Hein. C'est pas moi qui le dis comme ça. Et après, il y a eu, comme le disait Georges tout à l'heure, la force de la coopération entre les différents services de renseignement, coopération avec les États-Unis. Les États-Unis, bien sûr. Et ils avaient lutté aussi contre les laboratoires clandestins. C'est-à-dire c'est un travail de longue haleine. C'est un faut tout débroussailler, là. Enfin, permettez-moi encore d'imaginer qu'en France, on n'est pas là, j'espère pas, évidemment. Niveau, non, mais on peut s'en inquiéter. Vous avez les prémices, là. Hein. Oui, non, mais que c'est ce qu'on a dit au début. Vous vous rendez compte, c'est quand même sans précédent. C'est exactement. Ça veut dire que vous avez des gens qui sont capables, effectivement, de passer à l'acte. Mais le témoignage de Gérard est intéressant, puisque lui, il dit que ça va là où je vais au Mexique, déjà, 1, ça va mieux, et 2, je me sens plus en sécurité, et j'envisage de tout vendre pour aller vivre là-bas. Merci Gérard de nous avoir appelé.